Il y a 2 ans, exactement, en avril 2022. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'aujourd'hui encore, la guerre se prolonge, que les Russes sont devant Kharkov et qu'il y a eu au moins 500 000 morts 500 000 morts pour rien? Interrogation par Yves Montand, bien sûr, quand un soldat, et oui, le bâton de maréchal et le linge sale. Et aujourd'hui, alors, on en avait parlé à plusieurs reprises, plusieurs personnes en avaient parlé, il y avait eu, Poutine lui-même l'avait évoqué, mais aujourd'hui, le journal allemand Die Welt s'est procuré le texte d'un accord, suite à des négociations, d'un accord de paix, en tout cas des négociations entre l'Ukraine et la Russie, qui aurait dû être signé il y a exactement 2 ans, en avril 2022. Moins de 2 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Éric Dénessé, bonjour. Et bonjour. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, on vous accueille toujours avec plaisir. Dites-moi, vous avez pris connaissance, le Figaro aussi l'a publié hier, mais on en parlait depuis assez longtemps de cet accord qui, quand on le lit, enfin je l'ai lu et puis beaucoup d'autres, paraît quand même, au regard de ce qui se passe aujourd'hui en avril 2024, paraît quand même assez intéressant. À l'heure où, et on va faire évidemment avec vous le tableau, à l'heure où effectivement ça continue, l'offensive continue plus que jamais, les Russes sont aux portes de Kharkov. Alors Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, vient d'arriver en disant mais nous continuons l'aide, etc. À l'heure où effectivement les mots n'ont plus de sens et les sens ont changé de mots. Éric Dénessé, qu'en pensez-vous? D'abord, comme vous le disiez très justement, cet accord, cette phase de négociation, on le savait depuis longtemps. Oui. Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, avait expliqué qu'il avait joué un rôle d'intercesseur. Et puis Erdogan et le ministre turc des Affaires étrangères avaient également confirmé les faits, puisque les négociations s'étaient tenues à Ankara. Et finalement, qui est-ce qui a fait capoter tout cela? C'est Boris Johnson, puisque on sait depuis finalement près d'1 an et demi que les négociateurs ukrainiens et russes en étaient à la 7e ou 8e version, je ne me souviens plus exactement, de cet accord. Ça veut dire que pendant 1 mois et demi, ils avaient négocié entre eux et que dès que l'accord a failli être signé, Boris Johnson s'est précipité à Kiev, a fait des pressions terribles sur Zelensky en lui disant ne signez pas, continuez la guerre, nous vous aiderons autant qu'il faudra, ne faites pas ce cadeau à Poutine et à la Russie. Et très directement, bien sûr, avec l'accord des États-Unis, eh bien Boris Johnson, Zelensky et leur maître américain ont décidé de continuer le combat. Comme vous le disiez, ça a entraîné des centaines de milliers de morts des deux côtés. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est savoir qui a transmis ce document à Die Welt, le journal allemand, parce que ça ne peut être finalement que l'un des deux protagonistes, soit les Russes qui aujourd'hui veulent faire sortir l'affaire en montrant que finalement ils étaient bien sûr prêts à terminer le conflit au bout de 6 semaines, soit l'entourage de Zelensky lui-même, j'ai du mal à le croire. Voilà, tout ça est pour l'instant encore assez flou, mais c'est quand même une preuve évidente de la volonté qu'avaient les deux partenaires de cesser le combat le plus vite possible. Alors Éric Dénessé, quand vous parlez de Boris Johnson, je pense que Boris Johnson, tout à fait mandaté, sinon mandaté, du moins avec l'accord de Joe Biden et du gouvernement américain. Oui, bien sûr, mais il faut pas oublier une chose, de tous les pays occidentaux, ce sont les Britanniques les plus bellicistes et les plus va-t-en-guerre. Il y a une russophobie très marquée en Grande-Bretagne depuis très longtemps, depuis la guerre froide. Ils sont même plus anti-russes que ne le sont les Polonais qui ont connu des massacres terribles de la part de l'armée rouge. Et pourquoi sont-ils aussi anti-russes, les Anglais? J'ai envie de dire c'est quasiment atavique depuis le début du communisme dans les années 17-18. D'accord. Et ils veulent aussi se venger de ce qu'ils considèrent être comme des actions des services russes sur le territoire britannique. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que les Américains, on le sait également, ont signé conclu, ça n'a pas été signé, une espèce d'accord de non-agression entre services, c'est-à-dire que William Burns, le patron de la CIA, s'est rendu dès le début du conflit à Moscou pour définir les règles avec les Russes que les uns et les autres ne transgressaient pas. Mais les Américains utilisent les Britanniques pour transgresser ces règles. Et voilà, c'est-à-dire les Britanniques se sentent protégés parce que c'est le premier allié des États-Unis et vont plus loin que les Américains. Et dans cette affaire-là, Boris Johnson l'a montré une nouvelle fois. Encore une fois, comme vous le disiez, il était évidemment mandaté et appuyé par Washington. Alors, ce qui est étonnant, vous avez lu comme moi, effectivement, ce qu'a révélé Die Welt, enfin, en tout cas le texte, le document de 17 pages, effectivement. Est-ce que vous estimez, Éric Dénessé ou pas, que par rapport à la situation que l'on connaît aujourd'hui, la situation sur le terrain, on en parle, tout le monde
monde en parle du matin au soir, du soir au matin, mais surtout, est-ce que cet accord-là, pour vous, s'il avait été signé, et si aujourd'hui il était signé, pure hypothèse bien sûr, est-ce qu'il est encore plus avantageux pour les Ukrainiens que si aujourd'hui avec les lignes de front telles qu'ils sont. C'est-à-dire que, est-ce que cet accord, encore une fois, par pure hypothèse, tiendrait aujourd'hui encore mieux qu'hier? C'est difficile à dire. D'abord, tout accord est bon à prendre pour mettre une fin à une guerre et à ces massacres, c'est évident. Mais cet accord était en somme finalement assez favorable aux Ukrainiens. Pourquoi? Parce que les Russes ont connu quelques échecs et de nombreux déboires dans leur opération spéciale en février et mars 2022. Oui. Ils s'attendaient, eux ne voulaient pas d'une opération longue, ils ne voulaient pas envahir l'Ukraine comme on nous a essayé de le faire croire, et donc eux-mêmes avaient un intérêt réel et manifeste de mettre un terme à ce conflit, et notamment parce qu'on sait que Poutine voulait aussi clairement regarder ce qui n'avait pas marché dans les opérations et ce qui avait contredit sa stratégie initiale. Et donc cet accord finalement aurait été, je dirais, la moins mauvaise des solutions. Oui. Appliqué aujourd'hui, il serait tout aussi valable, mais je dirais il était encore plus favorable aux Ukrainiens à l'époque qu'il ne le serait aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Le fait justement que Britanniques, Américains et Occidentaux au sens large aient fait capoter ces négociations, ça n'a fait que renforcer les Russes dans leur volonté, et fait capoter ces négociations, ça n'a fait que renforcer les Russes dans leur volonté et dans leur perception que l'Occident était prêt à tout pour les affaiblir, et donc ils ont changé leur stratégie, et donc ils sont rentrés dans une logique de guerre longue au fur et à mesure, et ils sont prêts à de moins en moins de concessions avec l'Ukraine et avec l'OTAN. Et on l'a vu avec les déclarations de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, en disant non, on va pas négocier à Genève, c'est pas le moment de la négociation. Aujourd'hui, en tout cas, vu ce qui se passe, il l'affirme. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est très intéressant parce que quand on voit le texte de cet accord, Kiev renonçait à toute appartenance à l'alliance militaire, ce qui aurait écarté toute possibilité d'adhésion du pays à l'OTAN. Et puis, en revanche, selon l'article 3 du document, encore une fois, le document qui n'a pas été signé, bien sûr, on le sait, rien ne s'opposait à l'adhésion de Kiev, donc de l'Ukraine, à l'Union européenne. Et si vous regardez bien tout ce qu'il y a dans cet accord, c'est ce que demandaient les Russes bien avant le conflit. Ainsi, les Américains avaient pris en considération les demandes de sécurité de la part de Moscou. Le conflit n'aurait jamais commencé. Et encore une fois, ce qu'il y a dans cet accord, c'est exactement ce que les Russes avaient demandé. Une forme de neutralité de l'Ukraine, pas de forces étrangères stationnées sur son territoire, pas d'adhésion à l'OTAN, mais finalement un feu vert pour que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, ce qui d'ailleurs est une concession énorme de la part des Russes, parce que souvenons-nous qu'en 2014, lorsque le président Yanukovych a été renversé, c'est parce qu'il avait choisi un accord économique avec Moscou au détriment des propositions européennes. Donc ça veut dire que Poutine faisait vraiment à ce moment-là une concession majeure. Les Ukrainiens en auraient bien sûr tiré parti beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui c'est un pays qui est totalement à reconstruire et qui n'est pas prêt d'adhérer à l'Union européenne. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est vrai, hein, on dit toujours les ratés de l'histoire, et hélas, ce n'est pas nouveau. Au fond, aujourd'hui, Éric Denessé, est-ce qu'on n'est pas arrivé à une situation de blocage? Parce que l'impression qu'on a, encore une fois, on va pas jouer les prophètes ou les futurologues, mais on a l'impression, et j'aimerais beaucoup avoir votre sentiment là-dessus, que ça va encore se prolonger. Les Russes ont intérêt à une guerre d'attrition, les Ukrainiens essayent de voir, faire contre mauvaise fortune, même pas bon cœur. Les Occidentaux attendent des élections américaines. Et est-ce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas bloquée, en tout cas pour un certain temps, à votre avis? Oui, vous avez raison, la situation paraît bloquée au moins jusqu'aux élections américaines, mais les seuls qui ont un véritable intérêt à ce que ce conflit se poursuive, ce sont les Américains. Les Russes n'y ont pas intérêt, les Ukrainiens encore moins. Nous, Européens, nous ne faisons que suivre et que subir la politique américaine. Finalement, une guerre de longue durée, peut-être, les Russes s'y préparent parce qu'on les a poussés dans cette situation. Ouais. Mais sur le terrain, ils n'avancent pas tant que ça. Depuis quelque temps, on parle beaucoup des percées russes, mais elles ne sont finalement pas beaucoup plus significatives que les avancées de la contre-offensive ukrainienne d'il y a quelque temps. Ouais. Les Russes n'ont pas les moyens de mener une guerre et de percer le front de manière importante, parce que qu'est-ce qu'ils feraient s'ils envahissaient des régions entières de l'Ukraine? Ils ne pourraient pas les tenir. Bien sûr. On a un front qui bouge un petit peu, mais les percées, c'est quelques kilomètres, quelques hectares. C'est pas si
Sauf qu'Éric Dénessé, ils ont la population et la profondeur par rapport à l'Ukraine, même si l'Ukraine est peuplée. Bien sûr, mais leur but n'est pas d'envahir l'Ukraine, c'est de libérer le Donbass, de s'arrêter sur les acquis qui sont les leurs. Ils ont la profondeur stratégique, oui, la population aussi comparée à l'Ukraine, mais pas comparée à l'OTAN, donc ça ils le savent. Tout à fait. Alors, dernière question, Éric Dénessé, quid de l'Europe? Quid de nous? Parce que comme vous l'avez dit à un moment donné, on a l'impression, et ce n'est pas seulement une impression, que l'Europe a suivi, l'Angleterre effectivement en premier, on le sait, mais nous Français, nous Européens, actuellement, on attend, on est en train de regarder les balles et puis on contribue avec l'embargo, avec tous les effets secondaires, si on peut dire, que nous subissons. Ça va, et pour nous, ça va durer parce que nous ne sommes pas maîtres du jeu et des horloges. Bien sûr, et puis on voit en plus les dissensions au sein de l'Europe de plus en plus importantes. Emmanuel Macron continue, pardonnez-moi, mais ces pitreries sur l'envoi de troupes en Ukraine qui ne créent aucune ambiguïté stratégique puisque les Russes ont clairement dit qu'ils cibleraient des forces françaises. Les Allemands, bien sûr, ne sont pas d'accord. Beaucoup d'autres acteurs, et notamment il y a eu des remontrances extrêmement dures de la part de Salvini à l'égard de Macron. Oui. En même temps, on voit paradoxalement Olaf Scholz se dire qu'il est prêt à déployer une brigade en Lituanie pour empêcher une invasion russe dans ce pays. Il y a aussi des intérêts économiques allemands très importants derrière cela. Voilà. Et puis les Britanniques qui poussent, encore une fois, se sont vus eux aussi renvoyés dans leur but assez violemment par Moscou, puisque les Russes ont dit qu'ils étaient prêts à frapper les intérêts britanniques sur le sol ukrainien et au-delà, ce qui est un message très fort pour Londres qui se croit suffisamment éloigné du théâtre des opérations pour continuer un certain nombre d'actions anti-russes. Donc, bien sûr, une Europe qui n'a pas les moyens de faire la guerre à l'Ukraine. Et si l'arrêt de l'aide américaine avait lieu, les Européens sont incapables d'aider l'Ukraine à maintenir la ligne de front. Donc, tout ça est malheureusement extrêmement négatif pour Kiev. Et on peut dire, et c'est ça qui est quand même assez terrible, que peut-être on aurait pu arrêter ça il y a 2 ans. Et c'est quand même dramatique quand on sait effectivement les dégâts humains, les dégâts économiques en tous. L'article intitulé « Le document secret qui aurait pu mettre fin à la guerre en Ukraine » explore une proposition diplomatique non dévoilée au public, censée pouvoir mettre un terme au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Depuis son déclenchement en février 2022, cette guerre a causé des milliers de morts, déplacé des millions de personnes et perturbé l'économie mondiale. La révélation de ce document suscite de nombreuses questions sur les efforts diplomatiques déployés pour résoudre le conflit et sur les raisons pour lesquelles cette proposition n'a jamais abouti. D'après les sources disponibles, le document aurait été élaboré en coulisses par un groupe de diplomates expérimentés, probablement sous l'égide d'organisations internationales telles que l'ONU ou l'OSCE. Ces négociateurs, conscients des réticences des 2 parties à céder sur leurs positions respectives, auraient cherché à proposer un compromis équilibré. La nature exacte des propositions contenues dans le document reste floue, mais il est probable qu'elles comprenaient des garanties de sécurité pour l'Ukraine, des concessions territoriales potentiellement douloureuses, et peut-être même des arrangements sur le statut de la Crimée et du Donbass. La Russie, dirigée par Vladimir Poutine, a maintenu une position ferme sur la nécessité de dénazifier l'Ukraine et de protéger les populations russophones de l'Est du pays. Cette rhétorique, qui rappelle les justifications historiques pour d'autres interventions militaires, vise à légitimer l'agression aux yeux de la population russe et de la communauté internationale. En outre, la Russie insiste sur la neutralité de l'Ukraine, rejetant catégoriquement toute perspective d'adhésion de celle-ci à l'OTAN. De l'autre côté, l'Ukraine, sous la présidence de Volodymyr Zelensky, refuse catégoriquement toute concession territoriale qui impliquerait une perte de souveraineté. Zelensky, élu sur une plateforme de lutte contre la corruption et de renforcement de la démocratie, voit toute concession comme une trahison de ses promesses électorales et des sacrifices consentis par son peuple. Le document secret aurait tenté de naviguer ces positions intransigeantes en offrant des solutions innovantes. Par exemple, une des hypothèses avancées par certains analystes est la proposition d'un statut spécial pour certaines régions contestées,
sous supervision internationale, combinée avec des garanties de non-agression mutuelle. Un autre point clé aurait été la mise en place d'un référendum sous observation internationale pour déterminer le statut futur de la Crimée et du Donbass, permettant aux populations locales de s'exprimer directement. Cependant, plusieurs facteurs ont empêché cette proposition d'aboutir. Premièrement, la méfiance profonde entre les deux parties a rendu difficile toute forme de compromis. Les violations passées des accords de Minsk, où les cessez-le-feu ont été maintes fois brisés, ont renforcé le scepticisme quant à la sincérité des engagements. Deuxièmement, les pressions internes dans chaque pays ont joué un rôle significatif. En Russie, Poutine fait face à des nationalistes et des faucons militaires qui voient toute concession comme un signe de faiblesse. En Ukraine, la population, marquée par l'annexion de la Crimée en 2014 et les violences dans le Donbass, reste résolument opposée à toute forme de compromis territorial. Le rôle des puissances étrangères, notamment des États-Unis et de l'Union européenne, ne peut être sous-estimé. Washington, qui soutient fermement l'Ukraine, voit dans cette guerre une occasion de contenir l'influence russe et de réaffirmer son engagement envers ses alliés européens. Toute proposition de compromis perçue comme trop favorable à la Russie pourrait être rejetée par les faucons à Washington. De plus, l'Union européenne, bien que plus divisée sur la question, a imposé des sanctions économiques sévères à la Russie, et certains de ses membres, notamment les pays baltes et la Pologne, restent farouchement opposés à toute concession. Les implications économiques et géopolitiques de cette guerre sont également cruciales. L'Ukraine est un important exportateur de céréales, et le blocage de ses ports a eu des répercussions mondiales sur les prix des denrées alimentaires. De plus, l'Europe dépendait fortement du gaz russe, et la guerre a accéléré les efforts pour diversifier les sources d'énergie, créant des tensions supplémentaires sur le marché énergétique mondial. En outre, la guerre a renforcé l'OTAN, avec des pays comme la Finlande et la Suède cherchant à rejoindre l'Alliance, et a provoqué un réalignement stratégique en Europe de l'Est. Il est également essentiel de considérer l'impact humanitaire du conflit. Les pertes civiles, les destructions d'infrastructures et les déplacements massifs de population ont créé une crise humanitaire de grande ampleur. Les efforts de reconstruction, même en cas de cessez-le-feu, nécessiteront des années et des milliards de dollars d'aide internationale. Le document secret aurait pu inclure des dispositions pour faciliter l'aide humanitaire et la reconstruction. Mais l'absence de volonté politique et la poursuite des hostilités ont empêché toute avancée significative dans ce domaine. En conclusion, bien que le document secret ait présenté une lueur d'espoir pour mettre fin à la guerre en Ukraine, une combinaison de méfiance mutuelle, de pression interne et de dynamique géopolitique a entravé sa mise en œuvre. Le conflit, complexe et multiforme, nécessite une solution qui adresse non seulement les préoccupations immédiates des parties belligérantes, mais aussi les implications à long terme pour la stabilité régionale et mondiale. La révélation de ce document souligne l'importance de la diplomatie discrète et des efforts continus pour trouver une issue pacifique, même dans les conflits les plus intractables.